Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, un soir d'hiver. Le vent soufflait entre les gratte-ciel comme un murmure glacé, fouettant les visages pressés et emmitouflés qui se hâtaient sur les trottoirs enneigés de Manhattan. Les flocons, discrets mais persistants, tombaient en spirale entre les lumières des enseignes luxueuses et les taxis jaunes qui laissaient derrière eux une traînée humide et fumante. Dans le quartier huppé de l'Upper East Side, le Grand Palmer Hotel dominait la 72e rue comme un palace hors du temps. Façade de pierre claire, fenêtres dorées, portiers en manteaux cintrés et gants blancs, chaque détail criait richesse et exclusivité. À l'intérieur, le marbre blanc des sols se reflétait dans les lustres en cristal suspendus comme des constellations gelées. Le silence régnait, feutré, discipliné par le luxe. Au dernier étage, derrière des portes vitrées gravées à la feuille d'or, se trouvait le joyau du bâtiment, le Ver étoilé, restaurant étoilé au Michelin, refuge de l'élite new-yorkaise. Banquiers, acteurs, politiciens et héritiers s'y retrouvaient dans une ambiance ouatée, où même les rires semblaient filtrer à travers du velours. Ce soir-là, au fond de la salle, près d'une baille vitrée surplombant Central Park enneigé, une table isolée était dressée pour un seul convive. Ethan Whitmore. Âgé de 54 ans, il était de ces hommes que l'on reconnaît sans jamais les approcher. Costume Tom Ford taillé sur mesure, montre Patek Philippe au poignet, regard de granit. Il était l'homme derrière Whitmore Holdings, un conglomérat tentaculaire englobant immobilier, technologie verte, finance et médias. Un empire bâti sur la froide efficacité, la négociation sans état d'âme, et des décisions calculées au centième près. Ethan n'avait pas toujours été ainsi. Mais la perte brutale de sa femme Emily, 8 ans plus tôt, dans un accident de voiture à quelques rues d'ici, avait gelé ce qui lui restait de tendresse. Depuis, il s'était replié dans une solitude riche, mais creuse. Il possédait tout, sauf le goût de vivre. Aucun héritier. Aucun sourire qui l'attendait au seuil. Juste des chiffres, des réunions, et des verres de whisky vieillis dans le silence de ses appartements aux rideaux tirés. Ce soir-là, il ne fêtait rien. Il avait annulé une réunion avec un fonds souverain asiatique, une décision qui aurait fait trembler la bourse, mais il s'en fichait. Il s'était simplement réveillé avec une fatigue inhabituelle. Non pas physique, mais une fatigue de l'âme, un poids invisible qui le faisait marcher plus lentement, regarder plus longtemps sans voir, s'asseoir sans raison. Il n'avait même pas touché à l'entrée. Juste picoré dans son filet de bœuf wagyu aux truffes noires, plat exclusif à $480, accompagné d'un verre de Château Margaux 1995. Mais rien n'avait de goût. Même la musique classique, jouée doucement par un pianiste de salon, n'atteignait plus son oreille. Alors qu'il reposait sa fourchette, il tourna machinalement la tête vers la grande baille vitrée, dont la buée tremblait sous la chaleur du restaurant. Et là, dans l'obscurité de la rue enneigée, juste au pied de la façade illuminée, il aperçut une silhouette menue, recroquevillée contre le mur. Une enfant. La fillette, frêle comme un roseau d'hiver, ne devait pas avoir plus de 9 ans. Son visage était encadré par une chevelure brune emmêlée, que le vent avait fouettée jusqu'à lui coller des mèches humides sur les joues. Sous la lumière crue de la devanture, ses yeux sombres paraissaient immenses, d'une intensité désarmante. Il n'y avait ni peur ni honte dans ce regard, seulement une forme de calme résigné, le genre que l'on ne devrait pas voir sur le visage d'un enfant. Elle portait une veste de laine trop grande, visiblement pour adulte, dont les manches couvraient presque ses doigts. Sous cette veste, on devinait un pull effiloché et une robe d'école un peu délavée. À ses pieds, de vieilles baskets dépareillées, l'une grise, l'autre blanche, recouvertes de sel et de poussière de neige. Entre ses bras croisés, elle tenait un sac en plastique, transparent, dont le contenu se devinait à peine, un vieux cahier, une pomme fripée, et un petit ours en peluche sans oreilles. Le maître d'hôtel, un homme raide et nerveux, vit la fillette et blêmit. Il se dirigea vers elle d'un pas rapide, prêt à l'éloigner d'un mot sec. « Mademoiselle, ce lieu n'est pas. » Mais Ethan, sans même tourner la tête, leva lentement la main, paume ouverte. « Laisse. Elle ne dérange pas. » Le serveur s'arrêta net, surpris, puis recula avec un discret hochement de tête. Le silence revint aussitôt. La petite leva les yeux vers Ethan.
Son regard avait changé. Moins distant, plus curieux. Elle ne semblait pas vraiment impressionnée par le décor somptueux du restaurant, ni par les regards réprobateurs des convives qui marmonnaient entre deux gorgées de vin millésimé. Elle observait lui. Cet homme au costume noir parfaitement taillé, à la montre qui valait plusieurs maisons, au visage grave, creusé de solitude. Après quelques secondes d'immobilité, elle prit une inspiration discrète, puis s'approcha. La porte tournante la happa un instant dans son balai de verre, puis elle émergea dans le hall lumineux, mince silhouette trempée dans un monde trop vaste pour elle. Elle marcha lentement entre les tables, pieds hésitants sur le sol en marbre, le sac serré contre elle comme un bouclier. Chaque pas semblait un défi lancé au silence environnant. Les conversations s'étaient tues. Quelques têtes se tournèrent avec indignation, d'autres avec amusement. Un serveur fit mine d'intervenir, mais un seul regard d'Ethan l'arrêta. Elle s'arrêta à 1 mètre de lui. Elle tendit une petite serviette en papier, chiffonnée mais propre, les doigts tremblant légèrement sous l'émotion ou le froid. « C'est pour vous, monsieur. » Sa voix était douce, un peu rauque. Ce n'était pas un murmure de peur, mais une offrande pleine de sincérité. Ethan prit la serviette. Elle était couverte de traits au crayon noir. Un dessin naïf, fait avec soin. Un bonhomme bâton, seul à une grande table. En face, une petite silhouette s'approchait, un peu penchée, comme pour lui parler. Au-dessus d'eux, un soleil rayonnant, disproportionné, presque enfantin, lançait ses rayons comme des bras ouverts. Il resta figé, incapable de détacher ses yeux du dessin. « Vous aviez l'air seul, dit-elle simplement. » Un petit silence. Puis, plus bas. « Moi aussi. Alors j'ai pensé qu'on pourrait être moins seuls ensemble. » Ethan sentit quelque chose monter en lui. Une chaleur étrange, presque douloureuse. Ses yeux s'embuaient. Il cligna plusieurs fois, surpris, dérouté. Depuis combien de temps ne l'avait-on pas regardé sans intérêt, sans peur, sans masque? Depuis combien de temps personne ne lui avait parlé avec cette vérité-là? Il regarda la petite fille. Et dans ses traits, il crut revoir fugitivement ceux d'Émilie, sa femme. Lorsqu'elle avait à peu près cet âge, elle lui avait montré un dessin similaire. Une coïncidence? Ou bien, quelque chose d'autre? La salle semblait lointaine. Le bruit des verres, des couverts, les murmures indignés, tout s'évanouissait dans une sorte de bulle silencieuse. Il se pencha légèrement, la voix presque brisée. « Comment tu t'appelles » Elle sourit timidement, un peu surprise de cette douceur dans la voix de l'homme en costume. « Hope. Hope Carter. » Le prénom résonna dans l'esprit d'Ethan comme une cloche dans une cathédrale vide. Hope. L'espoir. Ce qu'il avait cessé de ressentir. Ce qu'il pensait à jamais perdu. Il baissa les yeux vers la serviette. Et cette fois, il ne vit pas un dessin maladroit. Il vit une main tendue. Ethan se redressa légèrement, regardant autour de lui. Les murmures indignés s'étaient apaisés, remplacés par une curiosité mêlée de gêne. Le personnel hésitait encore, suspendu à une décision invisible. Mais Ethan, d'un geste lent et assuré, tira une chaise à côté de lui. Il ne demanda pas à la fillette si elle voulait s'asseoir, il l'invita avec les yeux, comme on accueille quelqu'un qu'on connaît déjà. Hope hésita une seconde, puis s'assit prudemment sur le bord de la chaise, toujours serrant son sac contre elle comme une bouée. Un serveur s'approcha à pas feutrés, visiblement mal à l'aise. « Monsieur Whitmore, est-ce que je dois ? » Du chocolat chaud. Et les pancakes maison. Avec du sirop d'érable. Le serveur ouvrit la bouche, s'apprêta à protester, puis croisa le regard d'Ethan. Un regard calme, mais sans appel. Il acquiesça en silence et disparut. Hope baissa les yeux vers la nappe blanche, caressant du bout des doigts le tissu propre. On sentait qu'elle n'était pas habituée à un tel lieu. Mais elle ne montrait aucune honte, aucune peur. Seulement une retenue discrète, presque élégante. « Tu dessines souvent » demanda Ethan, brisant le silence. Elle hocha la tête. « Tout le temps. Quand maman est au travail, ou quand je suis dans la salle d'attente. Je dessine les gens. Même s'ils ne me regardent pas. » « Pourquoi les gens ?» Elle leva les yeux vers lui. « Parce que les visages,
ça parle. Même quand on ne dit rien. Un silence. Ethan inspira lentement. La réponse était trop juste. Trop pénétrante. Il détourna le regard un instant, pour dissimuler l'émotion qui montait. Le chocolat chaud arriva, fumant, dans une tasse de porcelaine blanche ornée d'or. Les pancakes, moelleux et dorés, exhalaient un parfum sucré et rassurant. Hope ouvrit de grands yeux. J'ai jamais mangé ça dans un vrai restaurant. Alors ce soir, tu es mon invité d'honneur. Elle sourit, un vrai sourire, timide mais sincère. Puis elle mangea, à petites bouchées mesurées, comme si elle ne voulait pas abîmer ce moment. Entre deux bouchées, elle parla. Et ce qu'elle raconta serra le cœur d'Ethan. Elle vivait avec sa mère, Rachel Carter, dans un foyer temporaire du Bronx. Après la mort de son père, un ancien soldat revenu malade de sa dernière mission, la vie s'était effondrée. Rachel avait vendu tout ce qu'elle possédait pour payer les soins. Mais la maladie avait gagné. Il était mort un matin d'automne, paisible, mais sans laisser autre chose qu'un vide et des dettes. Depuis, Rachel travaillait jour et nuit, ménage dans un hôpital le matin, service de nuit dans une maison de retraite, dormant parfois à peine 2 heures entre deux postes. Hope, elle, passait souvent ses journées à attendre, à dessiner, à espérer. Elle ne se plaignait pas. Elle semblait avoir accepté cette vie comme une étape, pas une fin. Maman dit toujours que le jour viendra. Que les choses changent. Moi je crois que les choses changent quand on le dessine. D'abord dans sa tête. Puis sur le papier. Elle sortit de son sac un vieux carnet corné. Dessins de maisons avec des rideaux colorés, de familles réunies, d'arbres en fleurs, et de chiens joueurs. Des rêves couchés à l'encre noire et à la volonté pure. Ethan sentit quelque chose se briser doucement en lui. Une barrière intérieure. Un mur qu'il croyait indestructible. Il ne savait plus ce qu'il mangeait, ni même où il était. Il n'avait pas pleuré depuis des années, pas même à l'enterrement d'Emily. Mais là, sans prévenir, une larme coula silencieusement sur sa joue. Il se racla discrètement la gorge, se leva et appela une voiture. Il ne pouvait pas laisser cette nuit se terminer comme une anecdote. Pas cette fois. Il accompagna Hope jusqu'au foyer où elle vivait. Un bâtiment délabré, éclairé par un néon clignotant. La porte s'ouvrit sur une femme aux traits tirés, au regard inquiet. Rachel Carter. Lorsqu'elle vit Ethan Whitmore, elle crut d'abord à une erreur. Elle voulut refuser poliment son aide, se tenant droite malgré la fatigue visible. « Monsieur, je ne veux pas de charité. Nous allons bien. Hope a juste parfois un peu d'imagination. » Ethan la regarda dans les yeux. « Ce n'est pas de la charité, Madame Carter. C'est une dette. Votre fille m'a rendu quelque chose que je croyais perdu, un cœur. » Il leur proposa simplement de les emmener dîner dans un endroit chaud, et de passer quelques jours dans une suite de l'hôtel Palmer, le temps qu'il s'occupe du reste. Rachel accepta, à contre-cœur, en voyant le regard de sa fille, brillant comme jamais. Cette nuit-là, Ethan ne dormit pas. Il resta assis dans sa bibliothèque, la serviette posée devant lui, éclairée par la lampe de bureau. Il la regardait comme on contemple un artefact sacré. Les traits naïfs du dessin semblaient vibrer. Emily, sa femme, dessinait de la même façon quand ils s'étaient rencontrés à l'université. Elle disait que ses dessins la guérissaient des absences de son père militaire. La ressemblance était troublante. Troublante, et apaisante. Le lendemain, Ethan revint. Puis les jours suivants aussi. Discrètement, il engagea un avocat spécialisé pour régulariser la situation de Rachel. Il contacta une école artistique pour enfants à Brooklyn. Il finança en silence leur déménagement dans un appartement lumineux. Mais il ne s'arrêta pas là. 2 mois plus tard, il lança la fondation Hope et Emily, en hommage à 2 femmes qui avaient ramené la lumière dans sa vie. Une fondation dédiée à soutenir les mères seules, à financer des logements d'urgence, et à offrir un accès gratuit à l'éducation artistique pour les enfants. Et quand on lui demanda, lors d'un gala de presse, pourquoi ce nom et ce geste inattendu pour un homme aussi discret, il répondit simplement. Parce qu'un jour, une petite fille m'a offert une serviette, et j'y ai retrouvé mon humanité. 3 ans plus tard.
Brooklyn baignait dans la lumière dorée d'un printemps doux. Les cerisiers du campus de la New York Visual Art School commençaient à fleurir, et les étudiants, portfolio sous le bras, se pressaient vers leurs ateliers. Hope Carter, aujourd'hui âgée de 12 ans, y faisait ses premiers pas comme étudiante à part entière. Plus grande, mais toujours ce regard profond, ce calme lumineux dans les gestes. Elle portait à présent des lunettes fines, un sac à dos rempli de carnets de croquis, et un pendentif discret autour du cou, un petit soleil gravé qu'Ethan lui avait offert le jour de son admission. Ses œuvres, un mélange de réalisme poétique et de dessin narratif, avaient été remarquées lors d'une exposition jeunesse. L'émotion qu'elle transmettait dans ces scènes urbaines, peuplées de silhouettes solitaires reliées par de simples objets, touchait tous ceux qui les regardaient. Hope dessinait la connexion, la réparation invisible entre les êtres. Rachel Carter, sa mère, avait elle aussi reconstruit sa vie. Grâce aux ressources et au soutien discret d'Ethan, elle avait suivi une formation en gestion sociale et était désormais directrice adjointe d'un grand centre d'accueil pour femmes en réinsertion. Elle rayonnait d'une force tranquille. Dans ses yeux, on lisait la fatigue d'un combat mené, mais aussi la fierté de l'avoir transformé en victoire. Ethan Whitmore, quant à lui, avait tout quitté. Le gratte-ciel où il avait régné n'était plus qu'un souvenir. Il vivait désormais dans un appartement plus modeste à Tribeca, entouré de livres, de plantes, et d'objets simples mais chargés de sens. Il donnait des conférences sur la philanthropie, le deuil, et la transformation intérieure. Partout où il allait, il parlait d'un instant précis. Une serviette en papier. Une enfant. Un geste. Il n'avait plus peur de pleurer en public. Ces mots touchaient ceux que l'argent n'atteignait jamais. Il était redevenu un homme entier. Ce soir-là, dans la grande salle vitrée de la Fondation Hope et Emily, plus de 200 invités étaient réunis pour le gala annuel. Le lieu avait été pensé comme un espace vivant, lumineux, avec des murs ornés de dessins d'enfants et des phrases inscrites à la craie sur de grands tableaux noirs. Hope, vêtue d'une robe bleu nuit simple, mais élégante, montait sur scène pour la première fois. La salle s'était tue. Elle prit une profonde inspiration, puis leva la main. À côté d'elle, un membre de la fondation retira un drap blanc posé sur un cadre. Sous les lumières chaudes, un objet apparut, simple mais bouleversant, une serviette en papier, soigneusement encadrée dans un verre anti-reflet, avec un petit bonhomme bâton assis seul, et un autre qui s'approchait. Au-dessus d'eux, un soleil aux longs rayons. Hope parla d'une voix claire, mais vibrante. Il y a 3 ans, j'étais une petite fille qui dessinait dans le froid, en attendant que quelque chose change. Je ne savais pas que ce « quelque chose » porterait un costume et s'appellerait Monsieur Whitmore. Elle marqua une pause. Un léger rire traversa la salle. Il m'a dit un jour que je lui avais redonné un cœur. Ce qu'il ne savait pas, c'est que lui m'a donné un monde. Et une famille. Elle tourna les yeux vers le premier rang. Ethan, assis droit, les mains jointes sur ses genoux, avait les larmes aux yeux. Un sourire doux fendait son visage. Un sourire que peu de gens lui avaient vu porter. Dans la salle, les larmes coulaient. Des femmes, des hommes, des mécènes, des anciens sans-abri. Tous avaient vu leur vie transformée par cette fondation, par l'histoire qui l'avait rendue possible. Ce soir-là, ce n'était pas un gala. C'était un hommage vivant à la puissance des petits gestes. Lorsque le public se leva pour applaudir, Hope descendit de scène. Ethan se leva aussi. Ils se retrouvèrent au centre de l'allée. Elle tendit les bras. Il l'enlaça avec une douceur infinie, comme un père, comme un homme qui avait attendu toute sa vie ce moment sans le savoir. Dans le hall d'entrée de la fondation, près de l'accueil, la serviette est toujours là. Protégée sous verre, dans un cadre de bois sculpté à la main. Juste en dessous, une plaque discrète, gravée à leur fin. Il suffit d'un petit geste pour réparer un grand vide. En mémoire d'un soir d'hiver, et de ce que l'amour inattendu peut bâtir.